démarrer d'abord par un remerciement à Karel et Vincent de m'avoir associé à ce projet, un projet foi très riche, très intéressant, et puis de découvrir le territoire bordelais, notamment le territoire académique. Donc merci. Alors, donc moi j'ai voulu je vais parler de nombreux parcours, mais je démarrerai par un petit aspect historique. Quand Karel m'a parlé de ce projet et quand effectivement on a fait quelques terrains, je me suis rappelé il y a maintenant 14 ans, une réflexion qui a été menée au sein des bibliothèques municipales, et notamment de la BM de Lyon, sur justement l'avenir des bibliothèques municipales. Donc le titre c'était Quelle bibliothèque publique pour demain ? Et celle qui m'a le plus marquée dans cette journée d'études, plutôt deux, c'est une bibliothèque norvégienne et une bibliothèque suisse. Les deux, pourquoi ? Dans la bibliothèque norvégienne que je vais présenter, voilà. Je dis qu'elle est un peu une forme de réponse à la question de 2010, puisqu'il y avait déjà la réflexion de 2010, il projetait sur cette réaménagement des espaces, sont des espaces multiples où on tient compte effectivement à la fois de ce qu'a présenté Karel là, sur la question du bien-être, de l'accompagnement, de l'accueil, des ouvertures, ce que a présenté Emmanuel sur des espaces aussi qui sont dédiés à des espaces un peu coin café, accueil mais travail en même temps. Donc on a aussi une forme d'hybridation des multiples activités, les raisons pour lesquelles on va aussi dans ces lieux. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant et que la bibliothèque d'Oslo finalement montre, c'est aussi l'aspect architectural que nous avons vu ce matin, qui est assez intéressant. Et l'autre point, c'est qu'elle est au cœur de la ville, donc elle fond en fait dans la ville et elle est là aussi pour accueillir toute la population qui est présente, la population locale, avec en arrière-plan comment renouveler finalement cette forme de cohésion sociale, parce qu'on pourrait aussi avoir en arrière-plan des enjeux, et je crois que tu l'as évoqué, Karel, des enjeux sociopolitiques, pas uniquement sur des dimensions culturelles, mais peut-être citoyennes. Alors, je continue dans mes interrogations. Dans le monde académique aussi, à peu près à la même période, il y avait, je date un petit peu, ça montre que il y a du vécu, que j'assume ce vécu, ces expériences. Mais je trouve très intéressante, et tout ça simplement pour dire que les questions des transformations ont toujours habité, et transformation des lieux documentaires dans leur ensemble, avec aussi des dénominations. Ça, c'est le parcours en sciences du langage, en linguistique appliquée, qui m'amène aussi à être très sensible à ces questions. Et on parlait d'informatisation dans les années 90. Ça veut dire ramener de l'informatique dans ces lieux. Ça veut dire aussi que le traitement de l'information va passer par un processus de codage de l'information, avec des interactions évidemment individus et interfaces, pour ne pas dire autre chose. Et puis ensuite, on passe à une forme de numérisation. Donc c'est le document qui commence à se transformer. À partir des données, on arrive effectivement à constituer des bibliothèques. Et j'ai entendu de la part d'Emmanuel ce matin la notion de bibliothèque hybride. C'était une grande réflexion à l'époque. Comment va-t-on dénommer en fait ces lieux ? Bibliothèque virtuelle, bibliothèque numérique et bibliothèque hybride, sans forcément aussi les différencier pendant un temps donné. Et puis, il y a aussi des travaux qui ont été menés dans le cadre, ça c'est dans le monde professionnel, mais dans le cadre également académique, des projets de recherche de grande envergure, projets européens. J'ai eu la chance de participer à un projet qui était piloté par des Autrichiens, donc le projet Metae, où en fait ils avaient réussi à développer un système à l'époque, en 2003,
qui permettait de numériser en fait un fond du 19e siècle et les ouvrages en fait et les périodiques du 19e ont pour caractéristique d'avoir des illustrations et des gravures, et les systèmes à l'époque ne restituaient pas de façon correcte. Donc ce qui était assez intéressant, il y avait une série de représentants des bibliothèques nationales qui étaient présents. Moi, en tant que doctorante, je représentais la France pour la BNF à l'époque. Et en fait, chacun pour la langue, pour sa propre langue, vérifiait que le système en fait générait automatiquement ce que le livre proposait, qu'il n'y ait pas de distorsion ou de changement entre les gravures, les notes de bas de page, avec sous forme d'arbre, un peu comme ce qu'on a en répertoire dans nos systèmes sur les machines. Et là, c'était vraiment une autre représentation du document. Donc ça amène aussi des réflexions autour des évolutions du document, de sa représentation et de la manière dont on peut aussi imaginer et on voit qu'on travaille la granularité, quelle est en fait la plus petite unité de signification et donc de connaissance à apporter aux usagers. Et puis, de façon encore plus large, du contexte culturel, Gallica, dont on a parlé avec Muriel hier de Gallica, Europeana, moi j'aime toujours parler aux étudiants d'Europeana, et puis l'historique, c'est quand même un gros feuilleton, Google Print et j'en ai déjà mené, c'est quand même quelque chose. Et puis évidemment, le monde, parce qu'on est très européano-centré, mais il faut savoir aussi qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus larges et pour lesquels il y a des conservateurs qui œuvrent aussi à développer des grandes bibliothèques numériques qui sont inclusives culturellement et que le monde aussi, il ne faut pas qu'on s'arrête à notre propre territoire. Et donc, l'apparition de la bibliothèque mondiale qui est d'une grande richesse et j'invite toujours les gens à essayer à y aller, à regarder, à observer, qui n'est pas dans l'idée d'une bibliothèque et qui pour moi en fait est un mix entre musée virtuel, bibliothèque, on est aussi dans des formes d'hybridation que le numérique aussi amène. Et puis, comme on est en fait une génération d'anciens doctorants de l'ENSIB qui avons travaillé sur ces questions à l'époque, Sherifa avait fait sa thèse sur la circulation du document imprimé à la transformation des processus à travers les constitutions de bibliothèques virtuelles. Et puis, on voit déjà en fait des changements majeurs dans la filière du monde de l'édition scientifique et des modes d'intermédiation qu'elle a continué à travailler par ailleurs et qui vient réinterroger aujourd'hui également toutes ces questions d'éditorialisation scientifique et évidemment que ça interroge aussi sur ce qui se profile pour la suite. Des travaux qui ont été menés aussi par Ghislaine Chartrand et toute une série d'autres collègues sur notamment plutôt les pratiques des chercheurs, les pratiques scientifiques en fait, leurs pratiques informationnelles et documentaires au regard des filières d'édition scientifique dans les offres de services qui sont à leur destination et c'était également très riche d'enseignements. Et donc, de ce qu'on voit, rien que dans ce rapide survol historique et assez centré quand même, c'est qu'il y a une continuité de cette transformation vers une fragmentation du document et une recomposition éditoriale que j'appellerais multiple, mais qui vient aussi de ce qu'on nomme de façon assez générique une convergence numérique, c'est-à-dire cet état où les documents qui étaient sur des supports différents, du fait de la numérisation, vont se retrouver dans un seul espace. Donc on aura et du texte, et de l'image, et de la vidéo, etc. Et là également, on voit se reconfigurer à la fois ces nouveaux objets documentaires. D'ailleurs, pendant un temps, on les appelait les nouveaux objets documentaires, tellement on était dans l'incapacité de les définir au regard de leur mutation permanente. Ça l'était déjà le cas auparavant, et là, je crois que l'ère de l'IA vient réinterroger également ce processus-là.
Mais également, on le voit aussi, les transformations. Moi, à chaque fois que je vois plateformisation, je ne peux pas arrêter de repenser à dire que ce sont tous des systèmes d'information. Sauf que quand on parle de plateformisation, on est vers une direction qui est plutôt liée à la fois de la centralisation au sein d'une organisation, hein, ce qui était avant au sein d'un petit service devient l'organisation tout entière et même l'État, on parle d'État start-up, hein, la Start Nation, on est là aussi sur voilà, ces dimensions de collaboration très importantes, mais aussi sur, je reviens encore sur cette question de fragmentation du document vers une unité de prise en compte d'informations, de savoir qui est sur la donnée. Donc là aussi, c'est des prises, c'est des choix, des orientations qui ont été faits d'aller dans cette direction parce que ça va permettre aussi de gérer de la métrique, d'avoir des données qui vont permettre de pouvoir rationaliser des processus, entre autres, mais qui ne sont pas non plus anodins puisqu'il y aura aussi des conséquences, bien évidemment, sur l'activité. Alors, donc, non, comme j'ai toujours, je ne suis pas historienne, mais je suis passionnée par les évolutions, je vous dis, il y a un temps qui est un temps de référence mondiale pour nous tous, c'est cette période de confinement. Et en me remémorant aussi, comme nous tous, cette expérience où nous avons reçu, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, des accès complètement ouverts à des bases de données, des ressources pour lesquelles, en fait, c'était impossible parce que du fait des abonnements, etc. Donc, je me suis dit, mais oui, alors, effectivement, il y a eu quand même cette période où, finalement, cet univers informationnel, cette méga bibliothèque virtuelle était à disposition et en accès à tout un chacun. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans notre regard et nos pratiques? Et donc là, il y a eu ce travail. Alors j'ai pris la synthèse qui a été faite par Mylène Kos sur une étude des pratiques culturelles et bibliothèques en temps de confinement. Quel changement dans les pratiques des usagers? Et ce qui leur sort aussi, c'est qu'en fait, c'est pas tant le livre qui manque plutôt que le lieu de sociabilité, le lieu bibliothèque, avec tout ce qui a été défini par Vincent, Carrel et Emmanuel ce matin. C'est un lieu où, effectivement, on se sent bien pour travailler. C'est un lieu aussi où le fait, combien même on n'est pas en groupe, être au milieu des autres a aussi de l'importance. Voilà. Je dis toujours que n'oublions pas, ces systèmes sont faits pour des humains, mais n'oublions pas que nous sommes aussi des humains. Voilà, il y a autre chose que simplement voilà, de l'information, de l'intellect et de la cognition. Il y a aussi une dimension sensible qu'on a tendance à occulter, ce qui est bien dommage. Alors, donc, vous avez compris que mes interrogations tournaient autour des lieux de savoir et des mutations sociétales, et je ne peux pas m'empêcher, moi, d'évoquer voilà, les réflexions d'Edgar Morin, notamment dans un ouvrage qui a été publié aux éditions du Seuil, mais diffusé par l'UNESCO, qui est l'essai de savoir nécessaire à l'éducation du futur, et qui remet voilà, la notion de l'humain, des apprentissages et de la collaboration et de la réflexion et de l'esprit critique et de ces distances que nous devons avoir voilà, vis-à-vis des ressources ou de certaines tendances d'adoption de pratiques très, très, très techniques, entre autres. Donc la reliance, elle est importante parce qu'elle est à la fois celle qui nous lie au savoir, celle qui définit notre rapport au savoir, mais également au monde, et ce qui aussi reflète voilà, toute la réflexion menée par les bibliothèques universitaires aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est réellement l'effet confinement ou si simplement c'est une continuité de ce qui se profilait déjà auparavant. Ça, c'est une vraie question, hein, voilà, à porter au collectif Bulle. Et puis, les transformations des lieux de bibliothèques, les missions sont également d'accompagner des usagers dans la mise à jour de leurs connaissances et de l'appropriation de nouveaux savoirs. Bertrand Calange le disait, dans la médiation des savoirs, les bibliothèques, réveillez-vous, vous devez repenser vos missions. Et vos missions ne sont pas que de la gestion de collection, elles sont là aussi pour accompagner l'appropriation des savoirs pour les usagers, et quels qu'ils soient. Il ne définissait pas forcément
des usagers particuliers. C'est également ce que dit l'ANCS autour des bibliothèques aujourd'hui, du bibliothécaire, avec cette idée de ouvrez-vous, voilà, prenez en charge, j'allais dire, cette responsabilité de réflexion personnelle, enfin d'avoir plutôt une posture réflexive sur vos pratiques. Donc, au final de cette réflexion, la bibliothèque, c'est l'éternel, mais pas le lieu unique de la médiation des savoirs. Moi, j'inclus toujours d'autres lieux. On n'en parle pas là, mais ça va aussi revenir dans les échanges, enfin, voilà, de ce que j'ai pu amener. Je vais aller vite parce que je vois que le temps file. J'ai mis pourtant le curseur, mais bon, il y a tellement de choses à dire qu'effectivement, voilà. Donc ça favorise la médiation des savoirs, mais aussi la médiation documentaire. Le projet Bulle, bon, je pense que je vais passer puisque Karel a déjà présenté, Karel et Vincent. Les questions de recherche que j'avais choisies au regard voilà, de ce qui avait été élaboré dans le cadre du projet, c'était de savoir comment qualifier les espaces en BU sur les territoires bordelais et comment les mutations sociotechniques en cours participent des transformations des missions de la BU à travers la médiation, la gestion des collections, l'organisation des collectifs de travail. Sur la méthodologie, ouais, que c'était un temps très court et ça donne aussi voilà, une idée de la faisabilité et des données qu'on a pu récolter avec des temps différents qui amènent aussi à réajuster parfois certaines questions et ça explique un peu ma démarche par la suite. Les données collectées, je vous ai mis une interface voilà, il y a une plateforme de recherche qui a permis de centraliser le projet, mais aussi les données. Les données sont des données multimodales. On a de la vidéo, on a du texte, on a des images. C'est un corpus. Voilà, je n'ai pas fait le décompte. Il faudrait pouvoir faire ce décompte-là, mais il y a une très très grande richesse dans la production du collectif et ce qui me semble aussi être important de présenter aussi, voilà, en termes de résultats. Et puis, voilà, avec également une structuration très importante de toutes ces données très classées qui favorise et qui aide beaucoup finalement à l'exploration et puis à l'analyse par la suite. Donc, dans le cadre d'analyse, je suis partie, évidemment, je suis plus dans une approche compréhensive, voilà, Kaufmann, mais j'étais aussi initiée par le biais d'un collectif pluridisciplinaire, voilà, piloté par Christine Devlotte et qui repose aussi sur les travaux de Jacques Cosnier autour de l'éthologie de la communication, notamment, et évidemment les méthodes visuelles, parce qu'on a vu aussi cette approche et qui me semble être très riche et très importante et qui finalement est tout à fait, j'allais dire presque reconnue et sans aucun souci dans le cadre voilà, de la recherche. Alors, espace de vie, espace de repos, je pense qu'on en a beaucoup parlé, avec des espaces multiples de travail, beaucoup d'accueil, mais je crois que mes collègues qui me suivent vont peut-être beaucoup en parler, donc je passe pour arriver à d'autres choses. Et puis, des vidéos aussi qui ont été mises en place par Bibliothèque pour montrer les différents types d'usages. Avec des grands espaces, moi c'est ce qui m'a frappé, hein, des espaces pour travailler une signalétique qui renseigne, et je pense aussi que voilà, l'accueil de la BU me semble être aussi peut-être un point à revoir. Voilà. Des usages multi-écrans, papier, écran, ordinateur, etc., qui montrent aussi la capacité des étudiants à naviguer dans différents mode d'écriture et d'appropriation. Des fils à tirer, ça c'était la première phase pour essayer de comprendre un peu ces espaces de convivialité. Moi je reprends Nicolas Nova sur de l'OTEC finalement, on l'a vu aussi. Et puis voilà, le personnel de la bibliothèque sur ces processus d'échange au cœur de ces ressources avec les usagers. À partir de ces premières données, donc, je me suis interrogée sur le travail des professionnels avec des entretiens sur les 3 bibliothèques et puis des thématiques qui vont s'orienter sur les missions, mode d'accueil des usagers, des collections, gestion. Puis une question aussi que j'ai trouvée intéressante au regard des premières
première diapo que j'ai posée, quelle est, selon vous, la bibliothèque du futur? Est-ce qu'on y est ou pas? Voilà, un peu par curiosité. Donc, 3h30 d'entretien quand même. Et puis une méthodologie qui exploitait un peu, enfin un peu, même surtout à partir de l'approche de Christophe Lejeune sur l'analyse qualitative qui repose sur la théorie ancrée. Donc l'aménagement des lieux qui reconfigure les missions. On a de la conservation des collections qui sont là pour faciliter l'accès, mais un public élargi. C'est-à-dire qu'on garde quand même cette idée de conservation, mais on va repenser l'étendue des publics. C'est ce que évoquait tout à l'heure Karel. Et puis un réaménagement de l'espace. Certains bureaux sont transformés en salles de travail, mais on voit aussi qu'il y a une proximité, une séparation aussi entre le personnel et les salles de travail. Donc là aussi, ça peut interroger. Et ce que j'ai repéré également, c'est ces espaces mutualisés mais distincts entre la bibliothèque de droit et la bibliothèque de lettres, par exemple. Une mutualisation avec aussi des gestions qui sont séparées des collections, il s'en dit beaucoup, sur peut-être comme une première étape de mutualisation, mais pour moi qui n'a pas encore abouti puisqu'elle n'est pas sur une équipe complète, une seule équipe unique, mais deux équipes distinctes. Une grande différence avec la BU Marne, avec des salles, voilà, différentes configurations, une médiation plurielle mais qui est projetée. Là, on est vraiment dans une projection des usages plus que d'usages réels. D'ailleurs, elle a ouvert il n'y a pas longtemps, mais ça fait travailler l'imaginaire avec une idée d'avoir aussi pédagogie, sciences et culture. Et puis aussi, j'ai trouvé une configuration de ces lieux qui sont pensés selon des tendances actuelles de la communication médiatique et scientifique sciences ouvertes, un peu conférence TED, et on voit l'aménagement des espaces de Marne qui va vers cette configuration-là. Mission bibliothèque centrée pour l'accueil des usagers auparavant, mais qui nécessite de renouveler la signalétique. Ça a beaucoup été étudié. Et puis des mises en place de séances d'observation, puisqu'il s'agit aussi de revoir. On a parlé d'architectes d'intérieur. Finalement, elle est chargée de mission de ces espaces où voilà, il faut les repenser au regard des usages et certainement qu'elles seront peut-être modifiées. Il y a déjà eu quelques modifications de mobilier entre mai et octobre, c'est ce que j'avais remarqué. Et puis aussi le changement, le bureau d'accueil, c'est pas un bureau comme voilà, je suis actuellement assise, mais on est debout, on facilite la communication. Je trouve que la posture du corps et le corps est très présent en fait. Hein. C'est ce que j'ai remarqué, mais je n'ai pas étudié plus que ça. Mais il y aurait des choses certainement à dire sur comment apprendre avec différentes postures. Et il y a tout un mobilier qui est dédié au sein de la BU Marne. Voilà. Alors, Marne fonctionne sur réservation pour les salles de travail. On ne va pas comme ça. Donc, voilà, ça aussi, c'est notre... Donc, gestion des collections, je dirais simplement que, pour résumer un petit peu la diapositive, il y a une complémentarité des collections à la fois papier et numérique, avec une constatation d'une augmentation significative de la collection numérique en termes d'acquisition, surtout depuis la période post-Covid, pour certaines disciplines qui étaient très portées sur le papier comme le droit et qui finalement changent. Là, on est plus aussi dans l'appropriation d'une pratique numérique. Il y a aussi un effet de gestion, une rationalisation des coûts, puisqu'on peut passer effectivement de multiples abonnements pour une même revue à une revue. Le numérique facilite en fait ces accès-là. Et alors pour Marne, c'est ce qui peut étonner puisqu'il n'y a pas de collection propre. Ça repose, là aussi je trouve qu'on pousse la mutualisation de façon encore plus sur un territoire élargi que sur des simples établissements. Je parlerai de collection éphémère qui est constituée par la réservation des usagers. C'est comme ça que je le traduis, qui font livrer leur réservation dans des casiers dédiés. C'est une logistique extrêmement importante avec un objectif de service. Et c'est ce que me disait la professionnelle, emprunter n'importe où, le rendre n'importe où. Et je me disais en fait que c'est peut-être aussi cette idée du click and collect qui a énormément favorisé. On voit que le click and collect, sans appréciation négative de ma part, relève aussi des pratiques qui ont lieu dans le cadre du e-commerce. Et là, on est aussi dans une forme de similarité des pratiques d'ailleurs.
Donc BU sont libres, mais en fait, voilà, plutôt un espace de circulation des ouvrages qui, comme l'énonce un bibliothécaire, les usagers ne voient que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'il y a beaucoup de ressources en magasin. Et c'est peut-être aussi une façon de faire vivre des collections qui ne circulent pas. Et puis, c'est une BU d'expérimentation, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le définit. Voilà, j'arrive vraiment à la fin. Sur la question de l'éditorialisation du contenu, j'ai trouvé intéressante cette idée de dire, en fait, on souhaite une collaboration avec les trois acteurs. La bibliothèque, voilà, les enseignants-chercheurs, les étudiants, pour pouvoir travailler de façon collaborative et vertueuse, avec aussi cette idée finalement de faire un lien qui ne soit pas un simple lien interpersonnel professionnel, mais que ce soit visible sur le catalogue, en imaginant, en fait, finalement, c'est même pas imaginer puisque ça existe, une bibliographie qui soit intégrée par le biais de l'espace Moodle au cours et de le rendre visible. Et donc, on aurait des enseignants prescripteurs pour le coup. Ça, je l'ai vu dans d'autres contextes, voilà, sur des espaces d'intranet d'autres structures, et puis de constituer des commissions consultatives. Là, on est vraiment, voilà, dans des formes de collaboration avancée sur la gestion de l'offre, un aller-retour direct entre les besoins des usagers et aussi les contraintes de travail du collectif de travail. Alors oui, ça forcément aussi, mais Karel en a parlé, les changements que ça vient aussi provoquer dans le cadre professionnel, hein, c'est que on a de moins en moins de gestion documentaire en interne et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été qui sont faites en fait et qui sont faites par ailleurs dans un cadre de mutualisation des ressources, et donc on a des évolutions de ces tâches, du temps qu'on gagne, et on va l'intégrer dans ce que Calange disait par exemple. En fait on passe en mode accompagnement, appropriation et donc pédagogie plus que voilà. Alors, sur la question de la bibliothèque du futur, et j'en aurais terminé, plus inclusive, donc inclusive au sens différents types de populations, pour toutes les catégories, inclusive aussi, on voit même qu'il y a un rapport à la société, vous voyez qu'on a aussi des projections de relations, plus inventives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, comment, voilà, quel est du ressort du savoir, de la culture, lequel on pourrait imaginer des services et des formes de médiation plus ouvertes en temps, ouvertes sur les autres, une prise en compte aussi des pratiques multi-écrans des étudiants, et puis dans cette idée qu'il n'y a plus de cloisonnement, parce qu'on avait une typologie des bibliothèques qui peut remonter d'ailleurs de l'après-guerre, hein, municipale, académique, patrimoniale. Là, c'est vraiment une ouverture, un lieu où on fait société, un rôle social très fort, faire en sorte que les étudiants aient la possibilité de se forger une conscience civique, citoyenne, et non uniquement pour apprendre un métier. Voilà, merci pour votre attention.